Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et tout d'abord, très bonne année 2026. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère que vous n'avez pas trop dépensé, mais j'imagine que si, c'est ce qui arrive souvent pendant les fêtes. C'est mon cas, je l'admets. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette année avec une vidéo anti-haul qui est une vidéo où l'on ne parle que de choses que l'on n'achètera pas. Dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs choses que je n'achèterai pas en 2026 et même au-delà. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres choses que je n'achète pas, que je n'achèterai pas, sachez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos anti-haul par le passé. Donc je laisserai le lien de ces précédentes vidéos dans la zone de description. La première chose que je n'achèterai pas en 2026 et au-delà, ce sont les bijoux fantaisie de mauvaise qualité. J'adore les bijoux, j'ai pas besoin d'en avoir une tonne, mais j'aime en avoir quand même un certain nombre pour les changer. J'aime bien les changer en fonction de mes humeurs, en fonction de mes habits. Et bien sûr, lorsque l'on aime changer de bijoux et en avoir une certaine quantité, en général, on regarde au-delà des bijoux en or parce que l'or, ça coûte cher. Donc pendant très longtemps, j'ai acheté pas mal de bijoux de fantaisie, mais de mauvaise qualité qui, pour beaucoup, après un certain temps, changer de couleur et ça m'énervait parce que j'aimais ce bijou mais il change de couleur, du coup je ne peux pas l'utiliser, du coup je dois retrouver un autre bijou pour le remplacer. C'était toujours la quête au bijou. Et il y a quelques années, j'ai ralenti ce type d'achat lorsque j'ai découvert les bijoux en métaux inoxydables, qui sont des matières qui ne changent pas de couleur. Et avec ça, je me suis plutôt concentrée sur ce type de bijoux, même si pour ce type de bijoux, il n'y a pas autant de choix qu'avec les bijoux entre guillemets de pacotille que l'on peut retrouver dans tous les magasins. Donc naturellement, avec les années, je me suis plus concentrée sur ce type de bijoux. Mais de temps en temps, je fais des écarts et dernièrement, pendant les vacances de Noël, je suis rentrée dans une boutique, j'ai vu des bijoux que j'aimais. Ce sont les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Et 2, 3 jours après, même si j'aime le design de ces boucles d'oreilles, je me suis dit combien de temps elles vont tenir avant de changer de couleur et je devrais me trouver une autre paire. Donc, aujourd'hui, je m'engage à ne plus acheter pour 2026 et au-delà des bijoux fantaisie de mauvaise qualité. Il faut que ça rentre dans ma tête. La prochaine fois que j'aurai la pulsion d'en acheter, je me rappellerai de cette vidéo. La deuxième chose que je n'achèterai pas en 2026 et au-delà, ce sont les robots de cuisine. Les robots de cuisine, bien sûr, ne sont pas nouveaux, mais ces dernières années, ils deviennent vraiment de plus en plus tendance. On a le air fryer par exemple, ou le robot qui aide à faire du pain. Bref, il y a plein de produits. Et à chaque fois qu'un produit devient plus tendance, autour de moi, on me demande si j'ai acheté, si je vais l'acheter, parce que tout le monde sait que j'adore cuisiner. Avec les années, j'ai réussi à résister et à ne pas acheter des produits dont je sais que je n'aurai pas besoin, c'est-à-dire la plupart des produits qui sont tendance. Mais il y a à peu près 2 ans, ma sœur et une de mes meilleures amies m'ont convaincue, m'ont influencée, je dirais plutôt, d'acheter 3 produits. Alors, il y a le rice cooker, le robot qui fait sa soupe toute seule, une fois qu'on a mis les ingrédients. Et il y a aussi le robot qui cuit les légumes et le poisson avec la vapeur. Ma sœur et mon amie étaient très contentes de leurs produits. Elles en parlaient tellement. Elles me disaient non mais il t'en faudrait un, t'en as besoin, t'en as besoin. Je savais au fond que je n'en avais pas vraiment besoin, mais je me suis dit peut-être que je manque quelque chose. Donc j'ai acheté ces produits et au final je les ai à peine utilisés. Pour le rice cooker, je fais mon riz rapidement, je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais eu de difficulté pour le faire, donc je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce maudit rice cooker, mais je me suis rapidement rendu compte que je préfère le faire à ma façon. En France, des fois, certains appellent ça la façon créole, mais vu que je suis aussi africaine, congolaise, je sais que c'est aussi de cette façon qu'on le fait dans pas mal de pays d'Afrique. Et pour moi, au final, c'est simple de le faire. Et finalement, le rice cooker, je m'en suis à peine servi. J'ai fini par le donner à une amie à moi qui, elle, l'utilise. Concernant le robot qui sert à faire la soupe, je l'ai utilisé 2 fois, il me semble. Et en fait, je n'ai pas aimé le fait qu'une fois qu'on a mis tous les produits, on n'a plus de contrôle sur la recette.
Alors que moi, quand je cuisine, j'aime ajuster les choses au fur et à mesure. Et là, perte de contrôle, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Donc, je ne l'utilise plus. Et il faut que je trouve quelqu'un autour de moi à qui le donner. Je suis sûre que je trouverai quelqu'un qui en sera ravi. Et concernant le produit qui sert à cuire les légumes à la vapeur, je l'ai toujours. Je l'ai à peine utilisé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, mais je me dis qu'il peut toujours peut-être être utile un jour. Donc celui-ci, je le garde. Mais honnêtement, si je ne l'avais pas acheté, il ne me manquerait pas non plus. Au final, les robots de cuisine que j'utilise sont ceux que j'ai achetés moi-même parce que moi-même j'en avais besoin. Et c'est un mélangeur, un blender. Moi, je l'utilise principalement pour mélanger ma pâte à crêpes. Avec ça, je suis sûre de ne pas avoir de grumeaux. Ensuite, il y a le hachoir à légumes que j'utilise principalement lorsque je hache mes condiments pour faire mes propres épices que je conserve au congélateur et que j'utilise au fur et à mesure lorsque j'ai besoin de cuisiner. Et le dernier produit, c'est le produit qui permet de râper les légumes ou de les couper en fines lamelles. C'est un produit que j'avais acheté à Lidl et moi je l'ai acheté principalement pour qu'il me râpe mes carottes parce que j'adore les carottes râpées en salade, mais je déteste râper les carottes moi-même. Donc ce produit, je savais que j'allais l'utiliser et effectivement, je l'utilise. Et finalement, je me rends compte qu'au fil des années, ce sont les seuls produits que j'utilise. Je ne ressens pas le besoin d'en acheter d'autres. Et de plus, dans ma cuisine, je n'ai pas non plus une tonne d'espace et je n'aime pas accumuler des choses. Donc, il faut que je me rappelle que je n'ai pas besoin d'autre chose. Je suis sûre que je n'aurai pas besoin d'un nouveau robot de cuisine en 2026. Donc, si jamais quelqu'un essaie de m'influencer, je me rappellerai de ce que j'ai dit dans mes vidéos et je dirai non, non merci, je vais rester sur ce que j'ai pour l'instant. Le troisième produit que je n'achèterai pas en 2026 est la nouvelle version du Dyson Airwrap, le Dyson Airwrap Coanda 2. Et au cas où, si vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne, je possède le Dyson Airwrap. J'ai fait une vidéo détaillée sur mes cheveux avec ce produit que j'adore. Mais sous cette vidéo, on m'a posé la question de savoir si j'allais donner mon avis sur la nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois. J'ai répondu à cette personne bien sûr et la réponse est non parce que ce produit est très cher et le mien, je ne l'ai acheté qu'il y a 2 ans. Il fonctionne très bien. Donc je n'ai pas l'intention de le remplacer d'ici peu. Dyson, avec le Dyson Airwrap, a sorti plusieurs versions de ce produit depuis que la première version est sortie. Et bien sûr, à chaque nouvelle version, le prix augmente. J'ai pris pas mal de temps à me décider à acheter la première version, justement à cause du prix. Je voulais vraiment m'assurer que ce produit fonctionne sur moi. J'ai regardé beaucoup d'avis et de vidéos détaillées. Finalement, je l'ai acheté et je ne le regrette pas. Mais lorsque je vois la dernière version, oui, il y a des choses nouvelles qui semblent intéressantes, mais pas suffisamment pour moi pour délaisser ce produit que j'ai acheté il y a à peine 2 ans et acheter la dernière version qui coûte quand même 650 €. Je dois dire maintenant que lorsque je regarde les accessoires de la nouvelle version, leur peigne à dents larges avec tension est très intéressant. Et si cet accessoire était compatible avec ma version du Dyson Airwrap, j'aurais au moins acheté ce nouvel accessoire. Mais bien sûr, les nouveaux accessoires du Dyson Airwrap Coanda 2 ne sont pas compatibles avec l'ancienne version du Dyson Airwrap. Donc, tant pis. Je ne l'achèterai pas ni en 2026 et probablement pas non plus en 2027 parce que la version que j'ai achetée, pour moi, ne serait toujours pas rentable si je devais acheter une nouvelle version en 2027. En parlant de produits cheveux, l'autre produit, ou je devrais dire les autres produits que je n'achèterai pas en 2026, ce sont les produits pour cheveux en général, que ce soit des brosses à cheveux, que ce soit des shampoings, des après-shampoings, des masques. Je n'achèterai rien de nouveau en 2026. Ce challenge, je l'ai commencé depuis 2024. En 2023, je me suis décidée à tester pas mal de produits avec l'objectif de me concentrer que sur les produits qui me plaisent pour 2024 et de ne pas acheter, de ne pas tester de nouveaux produits. Et j'ai tenu cette promesse. Et
En 2025, j'ai décidé de faire la même chose et pour 2026, je décide aussi de faire la même chose. Je suis totalement satisfaite des produits que j'ai. Lorsque j'achèterai un produit, ce sera juste pour acheter un même produit que j'aurai fini et pas un nouveau produit que je vais commencer à tester. Je pense qu'en 2027, je me donnerai l'autorisation d'explorer de nouveaux produits parce qu'après 3 ans avec les mêmes produits, je pense que c'est quand même pas mal. Mais pour 2026, je vais rester sur ces produits cheveux qui fonctionnent pour moi et je n'achèterai rien de nouveau. La 5e chose que je n'achèterai pas en 2026 ni au-delà, ce sont des habits de la marque Cézanne. Personnellement, j'adore la mode, mais je ne passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos de mode parce que ça implique de voir des personnes qui ne font que montrer des produits après produits après produits. Et à force de regarder ces vidéos, j'ai l'impression que tous ces vêtements se retrouvent chez moi, même si je sais que ça n'est pas le cas. Donc je regarde de temps en temps des vidéos fashion, mais pas trop. Mais avec le peu que je regarde, lorsque j'en regarde, l'algorithme des réseaux sociaux me pousse toujours vers des vidéos concernant la marque Cézanne, bien que je les évite depuis plusieurs années. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi je n'aime pas cette marque en espérant que l'algorithme entende bien ce que je dise et me laisse tranquille. Alors je sais que c'est une marque qui est adorée en tout cas en ligne. Elle a un grand succès. Elle a aussi un succès auprès d'étrangers, à l'international. Cézanne est une marque française, mais elle insiste et joue sur le fait que c'est une marque française avec une touche parisienne, avec un style parisien. Et pour moi, qui suis parisienne, lorsque je vois Cézanne, je ne suis pas impressionnée. Ce n'est pas le style que je vois le plus dans les rues et ce n'est pas un style que j'apprécie non plus. Il y a plusieurs choses que je n'aime pas au niveau de cette marque. Déjà, le style, les couleurs, je trouve que ça fait très old fashion. Ça ne fait pas moderne. Ça me rappelle la fin des années 90, le début des années 2000 parce que j'étais au collège et au lycée et c'est le style que je pouvais porter à cette époque. Et c'est pas un style que j'ai envie de porter aujourd'hui. D'autant plus que Cézanne, c'est une marque, vu les prix, plutôt pour des femmes actives, plus que pour des adolescents. Et quand je regarde le style, je trouve que le style est aussi en général enfantin. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Les couleurs sont fades. Je sais qu'il y a plusieurs collections au fur et à mesure des années. Là, je vous montre la collection actuelle, mais même par le passé, à chaque fois que je regardais leurs différentes collections, j'ai toujours eu le même sentiment avec cette marque. Au-delà du design, des couleurs, du style que je n'apprécie pas, j'ai un grand questionnement sur les prix de beaucoup de leurs produits. Et là, je vais vous mettre un exemple avec leurs robes, dont les prix dépassent toutes les 100 euros. En commençant par la robe en coton. Certes, le coton, c'est une matière naturelle, mais déjà, il y a différents types de coton, mais imaginons que ce soit un bon coton. Cette robe est hyper simple, un design hyper simple, très facile à coudre, mais elle coûte pratiquement 150 euros pour ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Les autres robes qui ont des matières beaucoup plus plastiques ont aussi des prix qui vont au-delà des 100 euros avec des designs très simples. Et je ne comprends pas le prix, ni par le design, ni par les imprimés sur les tissus. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'original. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Regardons maintenant avec un autre produit, une jupe en viscose, qui est une matière plus naturelle que les matières précédentes. Et ici, je me demande aussi pourquoi on arrive aux 100 euros concernant une jupe simple en viscose, alors que je peux facilement trouver l'équivalent avec une autre marque, qui est aussi française. Prenons un autre tissu avec le coton. Ici, je compare plusieurs hauts en coton. Et encore une fois, il est très facile de trouver des hauts similaires avec des prix qui semblent plus logiques parce que 100 euros pour un haut en coton manche courte, je comprends pas le prix. Et je m'y connais en mode. Donc je sais qu'il y a différents types de coton, que certains sont plus chers que d'autres. Mais j'ai aussi vu ces produits dans le magasin Cézanne. Et les tissus utilisés pour moi ne justifient pas de tels prix par rapport à d'autres marques qui sont aussi françaises. Maintenant que j'ai fait mon petit speech, j'espère que AI
va se rendre compte que je ne suis pas intéressée et va arrêter de me proposer des vidéos parlant de cette marque. Le 6e produit que je n'achèterai pas est là aussi une marque. Me connaissant, vous devez bien vous douter qu'il fallait au moins que je parle une fois de soins de la peau. Et cette marque est une marque skincare, c'est la marque allemande Yepoda. Yepoda, c'est une marque allemande créée par 2 Allemands, un homme et une femme, et l'homme est allemand-coréen. L'histoire de la marque, c'est de vouloir vendre en Europe des produits d'inspiration coréenne. C'est leur discours. Personnellement, j'ai un problème avec ce discours parce que quand on va sur le site, le marketing est bien fait. À droite et à gauche, on vous rappelle le mot Corée, 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 Corée. Sauf que ça veut dire quoi précisément? La marque, elle fait quoi? Parce que les produits coréens, il y en a différents styles. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui se concentre sur les produits coréens. Et il y a différents types de produits coréens. Et ici, on ne sait pas exactement ce que représente vraiment la marque, au-delà du fait qu'elle s'inspire de produits coréens, et on ne sait pas lesquels. C'est comme si j'essayais de vendre une marque de soins de la peau en insistant juste sur le fait que c'est une marque française. Mais on parle de quel type de marque française? Est-ce qu'on parle de Guerlain? Est-ce qu'on parle de Caudalie? Est-ce qu'on parle de Bioderma? Ce sont 3 marques françaises avec des identités très différentes et c'est la même chose pour la Corée. Pour moi, de voir une marque qui concentre leur marketing et leur communication sur cela me fait me dire que le but est juste de vendre un maximum en surfant sur le terme skincare coréen qui est en ce moment très tendance, mais qui, dans le fond, sans plus de précision, ne veut vraiment rien dire. Alors que je préférerais qu'un créateur d'une marque se concentre sur ce que vend sa marque, sur ce que représente sa marque, sur ce que représentent ses produits. C'est une marque pourquoi? Pour les peaux sensibles, pour les femmes plus âgées, pour les adolescents. On ne sait pas. Le marketing, c'est marque coréenne et pas grand-chose de plus. Une autre chose qui me déplaît au niveau de cette marque, c'est la pub que je reçois sur les réseaux sociaux concernant cette marque. À chaque fois que j'ai une pub sur cette marque, c'est une pub qui représente une très jeune femme. Elles doivent avoir autour de 19, 20, 21 ans. Et ces pubs utilisent des filtres sur leur visage déjà très jeunes. Et je comprends pas les marques en particulier de maquillage et de soins du visage qui utilisent des filtres sur les modèles qui font la pub de leurs produits. D'autant plus qu'ils ont la main sur les modèles qui font la pub sur leurs produits. Donc ce n'est pas comme si c'était si compliqué d'aller trouver des modèles avec des peaux parfaites pour parler de vos produits. Comment avoir confiance en une marque qui utilise un filtre? Maintenant, je vais rappeler que Yepoda n'est pas la seule marque à le faire. Je vois de plus en plus de marques soins de la peau, soins visage faire ça. Sauf que Yepoda, c'est une marque beaucoup plus récente et que toutes les pubs que j'ai vues concernant cette marque sont des vidéos avec des femmes dont le visage est filtré. Donc forcément, ça ne me donne pas envie. Au-delà de leur marketing que je trouve limite, si je regarde produit par produit, cela ne me donne pas non plus envie d'acheter des produits de la marque Yepoda. Et je vais prendre par exemple leur sérum réparateur qui contient du niacinamide et des probiotiques. Et rapidement, en regardant la formule, je sais que je peux trouver un produit équivalent pour moins cher chez une marque sud-coréenne. Dans chacun des produits, on retrouve du niacinamide, des ingrédients hydratants et apaisants, des probiotiques. Un autre exemple que je vais vous donner est cette fois-ci avec leur brume rafraîchissante que je compare à une autre marque, Bioma, qui me semble est anglaise, je ne suis plus sûre. Et le problème ici avec la marque Yepoda, c'est la grande quantité d'ingrédients botaniques, y compris des huiles essentielles, qui sont connus comme étant ingrédients irritants. Et étant donné que Yepoda est une marque allemande, donc une marque européenne, sachez que certains des ingrédients dans cette liste sont clairement identifiés dans une liste européenne. Ces ingrédients sont autorisés en cosmétique, mais ils sont reconnus comme irritants. Donc les retrouver ici dans une brume rafraîchissante,
alors que dans la description du produit de la marque, on précise que c'est une brume qui convient aussi aux peaux sensibles, me fait encore une fois penser que la marque est plus pensée comme un produit marketing que comme un produit skincare qui a un but spécifique. Une brume rafraîchissante, c'est censé être un produit que l'on peut réutiliser dans la journée. Par exemple aussi l'utiliser dehors lorsqu'il fait chaud en été. C'est aussi l'intérêt de ce packaging qui est pratique. Sauf que les huiles essentielles que l'on retrouve dans cette formule sont des ingrédients qu'il faut éviter d'exposer au soleil. Donc il y a vraiment pas mal d'incohérences. Et pour revenir encore une fois sur le produit de Bioma, qui est un produit qui se vend comme équivalent, lorsque je regarde la liste d'ingrédients, les ingrédients ont du sens, les ingrédients sont adaptés à une peau sensible, les ingrédients dans la liste ne sont pas photosensibilisants. Et de plus, là, on retrouve un produit qui est aussi, encore une fois, moins cher que la marque Yepoda. Donc j'espère encore une fois que le AI des réseaux sociaux va entendre mes arguments et arrêter de pousser vers moi les pubs de la marque Yepoda. La 7e et dernière chose que je n'achèterai pas n'est pas une chose en particulier, mais plutôt un type d'achat. Il s'agit d'achats sur les plateformes telles que Amazon ou TikTok Shop. Je n'ai jamais été attirée par ces plateformes. Je n'ai jamais utilisé TikTok Shop. J'ai dû utiliser Amazon quelques fois, mais il y a déjà plusieurs années. Et non seulement je n'aime pas la présentation de ces plateformes, je n'aime pas du tout la façon dont elles sont construites, mais je n'aime pas non plus le fait qu'on en a un tas de choix de produits différents sur ce type de plateforme. Je n'aime pas l'éthique derrière ces plateformes. Et j'ai des amis, peut-être vous aussi, qui achètent pas mal sur les plateformes, surtout Amazon. Et une fois, on avait une discussion et je leur demandais justement, mais qu'est-ce que vous achetez sur Amazon? Enfin, c'est tellement le marché aux puces, dans le sens où l'on retrouve tout, que je me demandais qu'est-ce qu'elles achetaient, qu'est-ce qu'elles trouvaient. Et puis, chacune avait sa liste de produits, mais vraiment des produits totalement aléatoires. Et je ne me retrouve pas dans ces plateformes. Honnêtement, en dehors de la nourriture et des soins du visage, il n'y a pas tellement de choses que j'ai besoin d'acheter régulièrement qui expliqueraient que je passe du temps sur cette plateforme. De même avec TikTok Shop. Et l'autre problème pour moi avec ces plateformes est aussi le fait qu'il y a un algorithme derrière. Ces plateformes, bien sûr, elles sont commissionnées, elles reçoivent de l'argent, donc elles peuvent aussi avoir l'intérêt de vous proposer tel produit plutôt qu'un autre, si c'est dans leur intérêt. Et là, je me suis arrêtée à TikTok Shop et Amazon, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec ChatGPT, aux États-Unis a été lancé en septembre dernier déjà ce qu'ils appellent Instant Checkout, ce qui fait que vous demandez des recommandations de produits à ChatGPT, mais en plus, vous pouvez passer directement par ChatGPT pour acheter ces produits et bien sûr, la plateforme est commissionnée. Donc, encore une fois, là, on a un algorithme encore plus sophistiqué avec la technologie AI et on doit bien se douter que cette technologie va faire en sorte de se rémunérer le mieux possible lorsque vous lui demandez des recommandations. Donc, il y a vraiment pas mal de choses que je n'aime pas avec ces plateformes. Bien sûr aussi, leur but est que vous passiez le plus de temps possible sur ces plateformes. Leur but est que vous achetiez plus. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. J'en ai fini avec les choses que je n'achèterai pas en 2026 et au-delà. Dites-moi en commentaire quelles sont les choses que personnellement vous n'achèterez pas. Ça m'intéresse, comme toujours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Bye bye.